Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous demande d'abord si vous avez des questions par rapport au cours précédent, mais enfin, je me doute qu'il doit y en avoir assez peu, puisque c'était tout de même un cours, disons, de sensibilisation. J'espère également que vous avez trouvé sans difficulté les ressources disponibles sur Internet, le PowerPoint, l'enregistrement. Je vais donc reprendre en rappelant les points sur lesquels je me suis arrêté la dernière fois. Donc, d'une part, cette idée que nous allons aborder la question du sens à partir de la question de la compréhension, donc un déplacement de la question du sens vers la question de la compréhension, et plutôt que s'interroger sur qu'est-ce que le sens, disons, d'une manière initiale, nous allons d'abord nous poser la question de savoir, avec cette idée que le sens est ce qui donne potentiellement lieu à une compréhension, le sens c'est ce que je comprends lorsque je comprends, nous allons donc suivre un fil directeur qui sera de voir quelles sont les situations dans lesquelles je comprends, quelles sont les situations dans lesquelles je ne comprends pas. J'avais également, mais cela je n'y reviendrai pas, c'était une sorte de point de départ, mais enfin, je n'y reviendrai pas d'une manière frontale, disons. Mais cette idée que la question du sens en linguistique ne doit pas, à mon avis, être technicisée trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut quand même conserver, bien qu'à un moment donné, pour produire, si vous voulez, des analyses linguistiques techniques, cela soit nécessaire, il est important, pour ne pas perdre de vue, si vous voulez, l'importance humaine de la question du sens, il est important de ne pas perdre de vue la question générale du sens pour l'être humain. Nous avions vu également que les catégories de sens ou de signification ne s'appliquent pas à n'importe quoi. Elles s'appliquent le plus souvent à des situations dans lesquelles on a un contexte ou une intention pour que donc il soit possible de parler de sens ou de signification. Et enfin, c'est le point sur lequel, un des points sur lesquels je m'étais arrêté, il y a plusieurs plans en linguistique de manifestation du sens et des stratégies ascendantes et descendantes, donc des plans qui sont tout simplement le plan des mots, alors lexicaux ou grammaticaux, le plan des phrases, des discours et des textes, si on accepte cette distinction, disons que le concept de discours peut, dans certains cas, intégrer celui de texte ou inversement, mais là je le prends au sens du discours qui n'est pas nécessairement un texte, donc dans sa généralité, et puis des textes qui renvoient là au texte écrit, vraiment au sens que texte a en linguistique et pas en sémiotique, par exemple. Et ce qui va nous retenir, en particulier aujourd'hui, pour avancer dans cette question du sens, c'est cet indicateur qu'est la non-compréhension. En fait, ce qui se voit, si j'ose dire, c'est lorsqu'on ne comprend pas. Lorsqu'on comprend, la plupart du temps, il ne se passe rien, on ne se rend pas compte de nos propres capacités de compréhension qui sont immédiates, etc. Mais en revanche, là où on sent qu'il se produit quelque chose, c'est lorsqu'il y a un blocage de la compréhension. Donc ce qui est important dans ce déplacement de la question du sens vers la question de la compréhension, c'est surtout la question de la non-compréhension. Alors, je m'étais arrêté là-dessus, la non-compréhension ou la non-compréhension potentielle, quelque chose qui ne peut pas être compris. On avait vu qu'on peut distinguer ce qui n'est pas compris par moi à un moment donné, ou ce qui ne peut pas être compris du tout par quiconque. Par ailleurs, il y a cette distinction entre ce qui n'est pas compris par moi ou quelqu'un d'autre à un moment donné, mais qu'on sait pouvoir comprendre ultérieurement, et puis ce que l'on perçoit comme étant absolument hors de portée de la compréhension. Alors soit hors de portée pour des raisons intellectuelles ou etc., soit parce que simplement on ne souhaite pas développer cette connaissance, avoir cette connaissance. Je vous avais dit que, bien entendu, nos capacités de compréhension sont limitées à certains secteurs, et donc c'est souvent un choix, plus ou moins conscient, que d'enrichir
ses possibilités de compréhension dans telle ou telle direction. Et je m'étais arrêté sur cette distinction entre la non-compréhension liée à l'impossibilité d'une concevabilité et par opposition donc à la non-compréhension liée à la question du vrai et du faux. Et donc je m'étais arrêté sur cette relation entre signification et vérité qui est un point classique, important, et c'est par là que je vais commencer le cours d'aujourd'hui. Alors, lorsque l'on indexe la signification ou le sens sur la question de la vérité, on entre dans ce que l'on appelle les théories référentielles de la signification. Le référent, c'est la réalité du monde externe. Vous voyez, quand je dis externe, c'est externe par rapport au langage. Alors, le théoricien qui est à l'origine, disons, ou qui pas vraiment à l'origine, parce que c'est très ancien, cette question du rapport entre le sens et la vérité, mais disons que la formulation, la façon dont aujourd'hui on comprend cette relation est issue des travaux d'un philosophe logicien qui s'appelle Gottlob Frege, et dont je vais vous donner un petit aperçu ici. Alors, comprendre une phrase dans une perspective frégéenne, à la Frege, c'est comprendre les conditions dans lesquelles cette phrase est vraie. Si je comprends une phrase, c'est que je peux comprendre les conditions que le monde, qui doivent être réunies dans la réalité pour que cette phrase soit vraie. D'accord ? Si je ne peux pas accéder, si je ne peux pas comprendre les conditions dans lesquelles une phrase pourrait être vraie, au fond, je ne la comprends pas. Alors, ces conditions dans lesquelles la phrase est vraie, c'est ce qu'on appelle les conditions de vérité, et c'est pour cette raison qu'on parle de sémantique vériconditionnelle, véri qui renvoie à vérité, la sémantique des conditions de vérité ou vériconditionnelle. Alors, Frege distingue ce que l'on traduit le plus souvent par dénotation du sens. Alors, en allemand, dénotation c'est Bedeutung et le sens Sinn. Alors, la dénotation, c'est l'objet du monde qui est désigné par une expression. Bon, la dénotation de l'expression cet ordinateur, c'est mon ordinateur qui est là sur le bureau. La dénotation de la phrase cet ordinateur, c'est l'objet, l'ordinateur qui vous appartient à vous, mademoiselle. Donc on peut avoir des dénotations différentes pour une seule et même expression, en particulier lorsqu'on a des déictiques. Là j'avais pris l'exemple cette chaise, mais ça revient exactement au même. Bon. Alors, ça c'est la dénotation pour un mot. Mais qu'est-ce que la dénotation d'une phrase pour Frege ? Eh bien, c'est précisément, dans le cas d'une phrase déclarative, sa valeur de vérité. Donc Frege considère que la dénotation d'une phrase, c'est vrai ou faux. D'accord ? C'est pas ça n'est pas à proprement parler la description dans le monde de ce que désigne la phrase, c'est le fait, c'est la valeur de vérité associée à cette phrase, c'est-à-dire est-ce que cette phrase est vraie ou fausse. Et elle est vraie ou fausse en fonction de son rapport avec les conditions de vérité. Alors, en linguistique, on a l'habitude de nommer dénotation également, un synonyme de dénotation, c'est le référent d'une expression ou la référence. Alors, par exemple, un petit exemple très simple pour comprendre cette distinction entre sens et dénotation. Spider-Man et Peter Parker ont la même dénotation. Ils renvoient
au même individu. D'accord ? Par conséquent, si je dis Liz Allen est l'amie de Peter Parker, je dis la même chose que Liz Allen est l'amie de Spider-Man. C'est-à-dire que je peux substituer une expression à l'autre dans une phrase, puisqu'elles ont la même dénotation. D'accord ? Peter Parker et Spider-Man ayant la même dénotation, c'est-à-dire renvoyant aux mêmes objets du monde, je peux les substituer l'une à l'autre en conservant la vérité de l'énoncé, du point de vue de la dénotation. C'est ce qu'on appelle une substitution salva veritate, salva veritate, si vous voulez. Une substitution qui maintient la vérité, alors encore une fois, du point de vue de la dénotation. D'accord ? C'est naturel, au fond. Je veux dire, j'ai deux expressions différentes qui ont la même dénotation, c'est-à-dire qui désignent le même objet du monde. Il est naturel qu'on puisse les substituer l'une à l'autre. Seulement, on remarque facilement que des phrases équivalentes du point de vue de la dénotation peuvent très bien ne pas du tout être équivalentes du point de vue du sens. Par exemple, si vous dites Peter Parker et Peter Parker ou Spider-Man et Spider-Man, vous produisez ce qu'on appelle des tautologies, c'est-à-dire des énoncés, des phrases qui sont nécessairement vraies. X est X, c'est forcément vrai. Bien. Et c'est naturel puisque vous avez évidemment le même élément de part et d'autre du verbe être ici. En revanche, donc il n'y a aucune information là-dedans. Si vous dites Peter Parker et Peter Parker, sauf... alors évidemment, là il faut adopter un point de vue purement logique sur ces phrases. D'un point de vue linguistique, on sait très bien que ça n'est pas tout à fait le cas. Je veux dire, si vous prenez par exemple le titre du film de Godard, Une femme est une femme, bon, on voit bien que le titre ne vise pas juste à dire une tautologie. Lorsque je dis une femme est une femme, ce que je vise du point de vue linguistique, c'est un certain nombre de propriétés des femmes, je dis bien quelque chose. Je ne suis pas dans une pure et simple tautologie en disant une femme est une femme. Ou alors si je dis, je sais pas moi, même si je dis Spider-Man et Spider-Man, je peux très bien utiliser cette phrase, non pas comme une pure et simple tautologie comme là on le suppose, mais pour dire que Spider-Man a réussi à sauver l'humanité d'un terrible fléau. Oui, Spider-Man est Spider-Man, c'est-à-dire Spider-Man est un super-héros comme on les connaît, etc. Donc vous voyez, la tautologie, vue d'un point de vue non plus strictement logique mais linguistique, elle peut être informative. Mais du point de vue strictement logique, là, elle n'est pas informative. En revanche, lorsque je dis Peter Parker est Spider-Man, là où alors Spider-Man est Peter Parker, j'ai bien, vous voyez, partout, j'ai toujours des mots qui ont la même dénotation. Simplement, lorsque je passe de Spider-Man et Spider-Man à Peter Parker et Spider-Man, là, j'ai quelque chose d'informatif. Parce que peut-être que certaines personnes, et d'ailleurs c'est un peu le principe de cette fiction, certaines personnes ne savent pas que Peter Parker est Spider-Man. Donc, le fait de dire Peter Parker est Spider-Man ou Spider-Man est Peter Parker, là c'est informatif directement. Ça n'est pas une pure et simple tautologie. Et pourtant, on a fait des phrases avec uniquement des expressions qui ont toutes la même dénotation, c'est-à-dire qui renvoient toutes aux mêmes objets du monde. Donc, du point de vue de la dénotation, ces phrases sont toutes équivalentes, mais du point de vue du sens, elles ne sont pas équivalentes. Du point de vue du sens, les deux premières phrases, Peter Parker et Peter Parker, Spider-Man et Spider-Man, ce sont des tautologies, alors que du point de vue du sens, encore une fois, Peter Parker et Spider-Man ou l'inverse, Spider-Man et Peter Parker, eh bien, ce ne sont pas des tautologies du point de vue du sens, ce sont des phrases informatives.
Alors, une façon de relier le concept de sens au concept de dénotation, c'est de dire que le sens d'une expression, c'est ce qui va nous donner accès à la dénotation. C'est-à-dire qu'on va passer par le sens pour accéder à l'objet du monde désigné par l'expression. C'est une métaphore qu'on utilise parfois. En gros, le sens, c'est la lunette, au sens d'une lunette astronomique, qui va nous permettre, c'est à travers le sens qu'on va percevoir, accéder à la dénotation. Alors, remarquez que pour Frege, une phrase peut très bien avoir un sens, mais être dépourvue de dénotation. Par exemple, si vous dites « le plus grand nombre entier », c'est une phrase qui a un sens, qu'on peut concevoir, mais cette phrase n'a pas de dénotation, puisqu'on ne peut pas dire à quel nombre cette expression réfère. Si je dis le nombre pair compris entre 11 et 13, la référence de cette expression, c'est le nombre 12. D'accord ? Donc, on arrive à cette formulation. Connaître le sens d'une phrase, c'est, si l'on connaît les circonstances, c'est-à-dire l'état du monde visé par la phrase, c'est, si on connaît les circonstances auxquelles s'applique cette phrase, être capable de juger si la phrase est vraie ou fausse. Autrement dit, et c'est une autre formulation de ce que je vous disais tout à l'heure, connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Alors, je vous donne ici un lien que vous retrouverez sur le site du cours, qui est un lien qui développe d'une manière plus approfondie que je n'ai le temps de le faire ici, cette distinction entre sens et dénotation. Donc, je vous invite à aller lire ce document, d'où sont tirées ces citations-là. Donc, si je reviens à ma question de départ, qu'est-ce que c'est que ne pas comprendre une phrase dans une perspective référentielle ? Eh bien, c'est ou bien ne pas pouvoir lui attribuer des conditions de vérité. On ne peut pas dire si la phrase est vraie ou fausse, elle échappe au vrai ou au faux. Alors, un exemple très célèbre qu'on trouve dans très nombreux livres et articles dans les manuels de sémantique et dans de nombreux ouvrages de philosophie du langage notamment. L'actuel roi de France est chauve. Donc, cette phrase, elle présuppose qu'il y a un roi de France aujourd'hui, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc, il y a un présupposé qui est faux. Donc, à partir de là, la phrase, on ne peut même pas dire qu'elle est fausse. Une phrase qui contient un présupposé faux échappe au vrai ou au faux. Et l'autre cas de figure où on peut éventuellement ne pas comprendre une phrase, c'est tout simplement qu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour savoir comment devrait être le monde pour qu'elle soit vraie, c'est-à-dire c'est une phrase qui, par exemple, parle de choses qu'on ne connaît pas du tout et qu'on peut comprendre, on peut comprendre le sens des mots, mais on ne comprend pas du tout ce à quoi il réfère. Je vous donnerai des exemples plus tard, mais pensez par exemple au langage technique qui est un cas évidemment typique dans lequel il faut avoir des connaissances techniques correspondant au domaine considéré pour pouvoir les comprendre. Alors, pour approfondir un tout petit peu cette question,
vous remarquerez tout de même que comprendre ou ne pas comprendre peut, dans certains cas, être indépendant de la vérité, de la question de la vérité. Par exemple, la question de comprendre un texte poétique ne renvoie pas, le texte poétique ne permet pas toujours, et la plupart du temps il ne le permet pas, d'avoir une idée précise des conditions de la réalité pour pouvoir vérifier l'adéquation entre l'état du monde et ce que dit la phrase. D'accord ? Donc, dans certains cas, mais on y reviendra, comprendre ne passe pas par la question du vrai et du faux. Mais dans d'autres cas, oui. Ça, c'est un exemple, là aussi très très classique, d'un autre logicien qui se nomme Tarski. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? La neige est blanche, entre guillemets, est équivalent à la neige est blanche sans guillemets. Eh bien, ça signifie tout simplement que la neige est blanche, l'expression, la phrase, si vous voulez, la neige est blanche, est vraie, si et seulement si, dans le monde auquel on réfère, la neige est effectivement blanche. Alors, ça a l'air évident, etc., mais il faut comprendre que ça présuppose une certaine théorie de la vérité et de la signification. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'on adopte une perspective dans laquelle la vérité est liée à des conditions de vérité, donc une sémantique vériconditionnelle, eh bien, la phrase ou l'énoncé représente un état de choses du monde. Et c'est ce qu'on appelle parfois le représentationnalisme. D'ailleurs, les phrases représentent des états de choses, et elles sont vraies si l'état de choses considéré correspond à la phrase dite. Alors, bien sûr, il y a des zones dans lesquelles cette définition de la vérité est inopérante, en particulier, donc je vous le disais, dans le cas des textes, certains textes littéraires, les textes poétiques, et puis peut-être dans d'autres cas. Mais il s'agit tout de même d'un point de vue fondamental sur le sens et sur la signification, puisque, vous voyez par exemple ce qui se produit aujourd'hui même, dans le cadre de ce qu'on appelle la post-vérité, les fake news, etc. Je veux dire que lorsque dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, les possibilités de communication permettent de faire perdre le contact entre les énoncés et la vérité, eh bien, on est tout de même très embarrassé. Vous savez bien que dans ce qu'on appelle donc, l'ère post-vérité, post-truth, l'idée générale, si vous voulez, est que lorsque vous cherchez une information sur quelque chose, comme Internet est nourri par tout le monde, vous pouvez trouver autant de choses qui disent, je ne sais pas, sur un sujet quelconque, mais je ne veux pas prendre d'exemple, qui disent blanc sur un sujet quelconque, et d'autres sites qui vont dire le contraire, noir. Donc, vous n'avez plus d'éléments pour retrouver le rapport avec le monde. Et pourtant, c'est absolument essentiel. Par exemple, je ne sais pas moi, lorsqu'un homme politique est soupçonné d'avoir eu des pratiques frauduleuses, il ne s'agit pas de se contenter de dire que, voilà, sur certains sites on trouve que c'est vrai, sur d'autres on trouve que c'est faux. Bon, voilà. À un moment donné, il y a bien une réalité des faits. Bon, alors quand vous adoptez ce point de vue sur les énoncés, vous adoptez un point de vue représentationnaliste. Donc ce point de vue est tout de même très important. Alors, une remarque, cela vaut aussi pour l'image. Alors, par exemple, vous voyez, c'est une image très célèbre, ça, qui
qui a été commenté de nombreuses fois, c'est quelqu'un qui a fait circuler, enfin dont vous devinerez facilement les options politiques, qui a fait circuler dans les réseaux sociaux cette image, vous voyez, d'un très grand nombre de femmes voilées devant les allocations familiales, d'accord? Oula. Sauf que quand vous regardez bien, on ne voit pas très bien ici. Mais oula, mais qu'est-ce qui se passe avec ici, on voit qu'en réalité, ça se passe à Londres. Ça, c'est le symbole du métro de Londres. Donc en fait, c'est une image truquée. Hein, une image truquée faite pour de la propagande contre l'islam, etc. Bien. Un autre exemple différent, c'est le cas des non-sens visuels. Vous voyez, là, il n'y a pas, dans ces images, il n'y a pas de réalité qui puisse correspondre à ces figures géométriques, que l'on perçoit tout de même. Hein. On voit bien quelque chose, mais si on regarde bien, on voit que le bout de cette espèce de trident, là, c'est du vide. Donc, c'est une image qui n'est pas représentationnelle. C'est-à-dire, c'est bien une image qu'on voit, qu'on peut concevoir, qu'on peut comparer à d'autres, on peut faire toutes sortes d'opérations avec cette image, mais c'est une image qui n'a pas de correspondant dans la réalité. Donc la question de la vérité au sens de la relation avec la réalité externe, elle vaut pour tout type de signe. Bien, alors, ces précisions étant données sur le rapport donc entre signification et vérité, on va maintenant s'interroger sur ces différents plans d'analyse, le plan des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des discours, des textes. On va s'interroger sur les conditions dans lesquelles on comprend ou on ne comprend pas. Surtout, comme je vous le disais, les conditions dans lesquelles on ne comprend pas. Alors, je commence avec les mots lexicaux. Premier exemple, agrammatisme. Alors, qui parmi vous comprend ce mot? Vous pouvez faire des hypothèses, hein. Oui? Qui va contre la grammaire, oui, c'est une analyse qui est tout à fait justifiée. On verra plus tard ce genre de notion, c'est que vous reconnaissez grammaire dans grammatisme, et puis vous reconnaissez le préfixe a, hein, qui souvent indique une négation, une absence, etc. Donc l'idée générale est là, mais en fait le concept renvoie à quelque chose de plus précis. Personne ne connaît ? Alors voilà ce que ça signifie. C'est un terme de pathologie du langage qui désigne un trouble du langage chez certains sujets qu'on appelle aphasiques. Hein. Donc les aphasiques, ce sont des personnes souvent des adultes qui maîtrisent parfaitement le langage et qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien, ont une lésion en général plutôt corticale, mais une lésion focale, c'est-à-dire une lésion dans un endroit précis du cortex cérébral, et qui, à la suite de cette lésion, ont des troubles du langage qui sont très spécifiques selon la zone du cerveau qui est touchée. Hein. C'est pour cette raison que c'est extrêmement intéressant pour les linguistes, parce que vous avez des aphasiques qui, lorsqu'ils sont touchés dans telle zone, vont très bien comprendre ce qu'on leur dit, mais être incapables de parler, et puis d'autres aphasiques, touchés dans une autre zone, qui vont pouvoir parler sans problème, mais qui ne comprennent absolument pas ce qu'on leur dit. Donc ça, c'est un exemple, un contraste très grossier, les choses sont plus complexes que cela, mais c'est l'idée. Alors, l'agrammatisme, c'est quoi? C'est un trouble de la structuration syntaxique. Donc là, c'est un trouble particulier, qui se caractérise donc par une réduction des énoncés homolexicaux, donc les morphèmes grammaticaux du type déterminant, préposition, etc., sont souvent élidés, hein, ils disparaissent. Une carence des modalités temporelles du verbe, donc le verbe est rarement conjugué, il est souvent à l'infinitif, et on parle souvent de style télégraphique dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'un exemple typique, qui est un exemple authentique, hein, un aphasique qui souffre d'agrammatisme, on lui demande de lire la phrase « l'avion est parti », il lit « avion partir ».
L'agrammatisme est un cas particulier de l'aphasie d'expression, également appelée aphasie syntaxique. Bon, ça, disons qu'on peut... plus exactement, l'agrammatisme est souvent lié aux aphasies de Broca, et d'ailleurs c'est souvent un comportement linguistique qui apparaît, disons, dans une phase de récupération de l'aphasie de Broca. Mais passons sur le détail. Donc vous voyez, cette définition, vous l'avez dans le dictionnaire des sciences du langage de Franck Neveu, qui est professeur ici. Je suppose que vous connaissez tous ce livre indispensable pour vos études en linguistique. C'est donc un terme technique, que vous n'êtes pas censé connaître parce que dans la vie quotidienne, on n'en a pas vraiment besoin. Et comment fait-on pour connaître le sens d'un mot comme celui-ci, si à un moment donné vous devez être dans une situation de compréhension de ce mot? C'est très simple, vous allez chercher soit dans un dictionnaire spécialisé, soit dans un dictionnaire général, parce que là c'est un mot, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment technique peut-être pour ne pas être présent dans un dictionnaire comme le Larousse ou le Robert. Bon, enfin quoi qu'il faudrait vérifier. Vous pouvez taper sur Internet et trouver très facilement. Donc là, on va chercher une ressource lexicale, une banque de mots avec des définitions, et on va trouver la solution. Deuxième exemple. Eontotimoroumenos. Alors, là, peut-être que vous voyez mieux de quoi il s'agit. Non, personne? Ne vous évoque rien? Oui? Exactement, c'est un poème de Baudelaire. C'est le titre d'un poème de Baudelaire. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Voilà, exactement, c'est le bourreau de soi-même. Alors, quand vous regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Internet, vous tombez sur une fiche Wikipédia, enfin sur une entrée Wikipédia qui vous dit que, en effet, Eontotimoroumenos est un poème de la partie spinée idéale des fleurs du mal. Le titre grec, donc là, signifie littéralement bourreau de soi-même. Et ce titre est repris du titre d'une pièce de Terence. D'accord ? Bon, là, cette phrase-là, c'est un peu la faiblesse de Wikipédia. Ce poème reflète un sentiment de solitude de l'auteur. Ça, c'est vraiment une analyse très médiocre de ce que dit ce poème. On va en parler. Puis ensuite, vous avez d'autres informations périphériques sur la mise en musique, etc. Donc, vous voyez que parfois, Wikipédia, c'est pas d'une fiabilité absolue. Vous n'avez, sur Eontotimoroumenos, il y aurait d'autres choses, d'autres types d'informations à donner. Alors, le texte est celui-ci. On peut le regarder, mais j'y reviendrai à une autre séance parce qu'il me servira lorsqu'on travaillera sur le sens des textes. Donc, pour comprendre le rapport avec bourreau de soi-même, je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salées nagera, comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, quant à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix, la criarde, c'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde, et c'est là où il y a la strophe la plus connue. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés, et qui ne peuvent plus sourire. Bon. Alors, on comprend mieux, surtout à partir de cette strophe, l'idée de bourreau de soi-même. Je suis la plaie et le couteau, je suis la victime et le bourreau. Bon. Après, il y a une dimension que je ne vais pas commenter pour l'instant. Mais comprendre le sens de ce mot, est-ce que ça suffirait de dire « Eontotimoroumenos », ça signifie le bourreau de soi-même. Si on ne sait pas que ce mot renvoie à ce poème de Baudelaire. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même situation que tout à l'heure à Grammatisme, où il suffisait de regarder le titre dans un dictionnaire.
Ici, une appréhension pleine de ce que véhicule ce mot renvoie au texte lui-même. D'accord ? Si c'est le titre d'un poème, il faut qu'on connaît le sens de ce mot si on a quand même l'idée du poème lui-même, tout au moins si on sait, si on a cette information que ce mot renvoie au titre d'un poème, est le titre d'un poème. Bon. Alors la comédie de Terence, elle a été elle-même reprise d'un autre auteur, Ménandre, et bon, voilà, elle raconte l'histoire d'un père qui a injustement puni son fils et qui regrette ensuite. Troisième, donc voilà, on est dans un cas là un peu différent du simple. On ne peut pas dire que Eoton Timorouménos soit juste un mot technique, comme dans le cas de agrammatisme. C'est ça qui m'importait. Un troisième exemple maintenant que j'ai pris, que j'ai déjà utilisé l'année dernière et que je reprends ici. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet un peu par hasard, enfin en faisant des recherches ciblées sur ne pas comprendre, donc je suis tombé là-dessus. Donc voyez l'exemple, papa, maman, je vous entends souvent dire que vous êtes fiers de vos enfants. Je ne comprends pas ce mot. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes fiers de vos enfants, je ne comprends pas ce mot. Alors elle renvoie au mot fier. C'est pas ce que ça veut dire, fier ? Si, bien sûr. C'est pas ça qui est en jeu ici, quand elle dit « je ne comprends pas ce mot ». Ma fille, par exemple, je la trouve fabuleuse, j'aime ce qu'elle est et ce vers quoi elle tend, mais dans le mot de fierté, il y a quelque chose qui m'échappe. J'aime le Nutella, la mer, la lune et ma fille, mais je ne suis pas fier du Nutella, pas fier de la mer, pas fier de la lune, pas fier de ma fille, parce que je ne suis pour rien dans le miracle de la mer, ni dans celui de ma fille. Admirative, subjuguée, bouleversée, oui, mais pas fier. Donc vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que l'expression d'une non-compréhension, je ne comprends pas ce mot, fier, pourquoi utilisez-vous ce mot ? C'est, alors elle fait un peu, enfin je sais pas, il y a probablement une part de, j'allais dire de jeu, mais je veux dire, c'est une façon de renvoyer, si vous voulez, ce genre de dire « je ne comprends pas ce mot ». C'est une façon de renvoyer l'interlocuteur, donc les personnes qui disent « je suis fier de ma fille », de les renvoyer eux-mêmes à un mauvais usage, au fond, du mot « fier ». Donc là, il y a cette idée qu'il y a une sorte de désaccord sur le sens du mot. Non pas qu'on ne comprend pas à proprement parler, mais que on n'est pas d'accord sur l'application du sens du mot, disons, l'application du mot à telle ou telle situation. Mais on n'est pas du tout dans une situation de non-compréhension similaire à la non-compréhension d'un mot technique. Alors, un autre exemple amusant que j'ai trouvé là aussi un peu par hasard. Donc c'est un échange entre un fils et sa mère. La mère qui dit « je n'arrive plus à enfoncer la prise du chargeur dans le téléphone ». Le fils répond « tu as essayé de la changer de sens ». La mère répond « c'est bon », donc elle a tourné la prise et ça marche. « Tu avais raison, il suffisait de tourner la prise, c'était tout bête ». Et là, le fils répond « MDR ». Et la mère, qui ne comprend pas le sens de ce mot, interprète MDR, maison de retraite. Donc, je suis trop vieille et je suis bonne pour la maison de retraite. Et il répond très gentiment, voilà un fils attentionné, non, mort de rire. Bon. Donc là, il s'agit de la non-compréhension, non pas vraiment d'un terme technique, mais d'un mot, enfin d'un mot là, il se trouve qu'il a la forme d'un sigle, mais disons d'une expression qui appartient à un registre de langue un peu particulier, qui là, en l'occurrence, laisse de côté des personnes qui n'appartiennent pas au groupe dans lequel ce registre de langue est utilisé. Alors là, vous voyez, c'est un problème de non-compréhension
qui renvoie à des problèmes de variation qui ont un nom technique mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais de variation entre des milieux sociolinguistiques. D'accord ? Bon, pour faire simple, MDR, c'est un mot du langage dit des jeunes, hein, qui peut très bien ne pas être compris par des personnes qui n'appartiennent pas à ce groupe social. Mais on n'a pas du tout affaire, dans ce cas-là, à un problème de compréhension lié à ni du langage technique, ni à des accords sur l'application du mot, c'est encore autre chose. C'est un problème de compréhension lié à des facteurs socio-linguistiques. D'accord ? Bon. Et cela, en termes de compréhension, c'est tout de même important, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, parce que lorsqu'on dit, en simplifiant, le français, la langue française, etc., cette langue française, elle connaît des variations très grandes en fonction des lieux géographiques, des milieux sociologiques, etc., etc. Enfin, des variations parfois très grandes. Un cinquième exemple, alors là c'est un échange entre des lycéens. Alors une des personnes du forum dit donne un exemple d'un sujet de dissertation. Pensez-vous comme du Bellay que la poésie consiste à chanter son mal pour l'enchanter? Donc voilà, sujet de dissertation donné au lycée. Le message est le suivant. Bonjour à tous, je dois faire une dissertation sur la question suivante. Pensez-vous comme du Bellay que le poète qui chante son mal l'enchante? Mais je ne comprends pas ce que veut dire chanter son mal. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de ce message sur ce forum comprend bien le sens de chanter. Elle sait forcément ce que signifie chanter. Elle comprend le sens de ce que c'est que le mal, hein, avoir mal, le mal, etc. Mais elle ne comprend pas la combinaison, en fait, chanter son mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, quelqu'un lui répond, en prose, on dit son mal, en poésie, on chante son mal. Le langage poétique a des sonorités, des rythmes, de la musique. Fais très attention à ton sujet. L'enchantement porte sur le poète ou sur le mal? Alors, vous voyez, une autre question qui peut se poser, hein, chanter son mal pour l'enchanter. Je passe sur ce point. Donc, l'enchantement porte sur le mal, évidemment. Hein. Voici le texte, enfin un extrait du texte dont il est question. Je ne chante ma nuit, je pleure mes ennuis, ou pour le dire mieux en pleurant, je les chante, si bien qu'en les chantant, souvent je les enchante. Voilà pourquoi ma nuit, je chante jour et nuit. Alors, ici, vous voyez que ce qui est en jeu, c'est une forme de combinatoire. Donc là, on est plus dans on n'est pas encore au niveau de la phrase, mais on est au-delà du niveau du mot. On est dans la combinatoire des mots qui, dans certains cas, produisent des effets de sens qui ne sont pas nécessairement immédiatement maîtrisés ou compris. J'en profite pour donner un autre détail, là, pour vous mentionner un autre problème lexical. Aujourd'hui, je pense à un lycéen, je pleure mes ennuis. Un lycéen d'aujourd'hui, français, pensera à ennui au sens de mes problèmes, etc. Alors que dans la langue de cette époque, dans la langue du XVIe et classique, ennui signifie bien plus que ce qu'on entend par avoir des ennuis, etc. Vous voyez, dans le TLFI, on a cette définition donc, du sens de l'ennui qui est vieilli, donc qui est passé de date, hein, je veux dire qui n'est plus aujourd'hui utilisé dans ce sens-là. L'ennui, c'est vraiment c'est la dépression en quelque sorte, hein, pour utiliser le vocabulaire psychologique contemporain, hein, abattement causé par une grave peine, une profonde douleur.
il est tombé dans l'ennui et dans une faiblesse qui ont donné frayeur pour sa vie. Voyez, alors que le sens d'aujourd'hui, moderne, c'est plutôt le sentiment de lassitude, un désagrément, une contrariété, etc. Alors ça, la variation du sens de ennui, parce que si j'interprète dans ce texte poétique de Du Bellay ennui au sens de problème, bah oui, Du Bellay, il a eu, je sais pas, des ennuis, qu'est-ce qu'on va dire, des ennuis avec ses amis, avec la police, avec je ne sais quoi, bon, non, évidemment, on ne comprendra pas si on interprète comme ça. Donc là, c'est un autre type de variation, hein, qui est donc la variation diachronique sur le sens des mots. Il y a, bien sûr, lorsqu'on lit des textes anciens, ce problème de compréhension du sens des mots à l'époque du texte. Alors, un dernier ou avant-dernier, je ne sais plus, exemple. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dénomination de cet outil, hein, Didi, passe-moi la pince Becquerot. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est qu'une pince Becquerot? Bon, vous devinez qu'il s'agit d'un outil, hein, compte tenu du dessin. Bon, c'est un problème mécanique dans une voiture. Dans tous ces outils, ce serait quoi, à votre avis, la pince Becquerot? Alors, on peut faire comme on a fait précédemment, on va regarder une définition. Hein. La pince Becquerot est un outil à main. C'est une pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente. Elle est munie d'une articulation réglable qui permet d'agrandir l'écartement des mâchoires. En Bretagne, parfois dénommée sauterelle, probablement en raison de sa forme. Bon, alors, est-ce que cette définition, ce serait laquelle? À gauche? Ça? Ouais? Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? Au-dessus, là? Là, on ne voit pas tellement, vous voyez, l'articulation réglable. Oui? Alors, toujours de ce côté-là? À droite? Ah, celle-là, oui, oui, qui est du même genre. Bon, alors quand on regarde bien, en fait, il y a trois possibilités où il y a des articulations réglables. Là, ça ne se voit pas, mais c'est aussi une pince à articulation réglable. Et je vois bien que vous ne savez pas ce que c'est qu'une pince Becquerot. Bon. Je vois que vous faites des photos, mais vous savez que vous récupérez le PowerPoint, hein, je vous l'ai dit. Donc, vous avez le droit de faire des photos quand même, mais vous pouvez prendre fromage et dessert. Mais... Non, on ne fait qu'une heure de cours parce que j'ai un autre cours après. C'est l'heure déjà? Ah oui, 49. Non, on a encore 5 minutes. Non, parce que j'ai un autre cours après Non, sinon, effectivement, on aurait fait 2 heures, mais j'ai un autre cours de 13 à 14, donc je suis obligé d'arrêter à l'heure normale. Alors, la bonne réponse... Alors, vous voyez, une autre définition, là, une pince qu'on appelle aussi multiprise. D'accord? Pince multiple, également appelée pince Becquerot. C'est un outil à main, pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente, etc. Bon, c'était la définition de Wikipédia, mais ça ne nous permet pas de trancher. La bonne réponse, c'est ça. C'est ça, une pince Becquerot. Bon, vous aurez au moins appris ça aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une articulation réglable qui permet d'ouvrir grand si on a quelque chose de fort. Pourquoi je vous donne cet exemple? Ben parce que vous avez vu que la définition verbale, dans un cas comme celui-ci, elle n'est pas très utile, au fond. Si je veux savoir ce que c'est qu'une pince Becquerot, le mieux, c'est qu'on me montre une image de pince Becquerot, ou qu'on en montre une. Donc il y a des cas où on sort de la non-compréhension, puisque là, on ne sait pas quel objet du monde il faut apparier à ce mot, on en sort par une image. Voilà, donc c'est la pince qui était ici, qui était la bonne réponse. Alors, un dernier exemple, et je m'arrêterai là-dessus, c'est l'exemple du mot populisme. Alors, pourquoi je prends cet exemple? L'année dernière, j'avais déjà pris, vous voyez, et j'avais noté que sur Google Actualité, on avait 93 000 résultats. Hein. L'année dernière, à peu près à la même date, vous voyez.
Et cette année, j'ai vérifié hier, de 93 000, on est passé à 155 000 résultats pour populisme. Bon, donc c'est un terme qui est très utilisé dans les médias numériques, mais qui, vous le savez bien, en France et dans l'Europe d'ailleurs, c'est un mot qui circule beaucoup, ce mot de populisme. Seulement le problème, c'est que qui sait exactement ce que ça signifie, ce mot? Qu'est-ce qu'on vise par ce mot? Alors, là, je ne vous le lirai calmement, je n'ai pas le temps de vous lire tout ce passage. C'est un extrait d'un texte qui est assez bien fait, qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui est assez bien fait pour décrire, disons, les problèmes que pose la définition du populisme, avec donc toutes sortes de significations possibles. Et ce mot populisme, il passe de l'insulte en politique, je veux dire qu'on traite de populistes certains hommes politiques, mais d'autres, comme déjà en 2010, Jean-Luc Mélenchon l'assume. Populiste, moi j'assume, il se reconnaît populiste. Il essaie de retourner l'insulte comme étant quelque chose, je suis un homme qui œuvre en faveur du peuple, donc je veux bien me nommer populiste. Bien. Là, parmi tous les résultats récents sur populisme, je vous ai donné deux exemples, deux captures d'écran que j'ai faites là aussi hier. Vous voyez que parmi les premiers résultats, au fait, c'est quoi un populisme? Au-delà de l'invectif, qu'est-ce que le populisme? On ne cesse d'utiliser ce terme tout en sachant très bien qu'il y a de grandes divergences sur sa compréhension. Donc, par exemple, ici, dans cette capture d'écran qui renvoie au site Valeurs Actuelles, qui est une revue classée à droite, l'article va vous expliquer que populisme, ce n'est pas un mot à rejeter, qu'il faut le comprendre, et donc, vous voyez ce qui est indiqué là en chapeau, si le populisme n'était pas la caricature qu'en font la plupart des médias, donc vous voyez, rien que dans cette phrase, il y a cette idée que nous, on n'est pas comme la plupart des médias, etc. Enfin, bon. Mais une réaction politique des peuples, donc quelque chose de spontané, de naturel, de défendable, menacé de décomposition par l'action d'un libéralisme et d'une immigration débridée. Donc là, vous voyez, vous avez toute en quelques lignes, en une phrase, la ligne politique défendue par la revue. Bon, inversement, ici, vous avez un article plus neutre sur voilà, les variations possibles du sens du populisme. Pourquoi je prends cet exemple? Pour deux raisons. D'une part, parce que ça vous montre qu'on peut très bien beaucoup utiliser un mot dont on ne maîtrise pas vraiment le sens. Et deuxième remarque, c'est également quelque chose d'important parce que cela vous montre que, disons que la raison de cette incertitude à l'égard du sens du mot populisme, eh bien, elle vient de la polysémie, de ce qu'on appelle la polysémie de ce mot, c'est-à-dire le fait qu'il a plusieurs sens. Je reviendrai, bien sûr, au cours du semestre sur cette notion très importante en sémantique de polysémie. Le mot a plusieurs sens et donc chacun va l'entendre d'une façon différente. Donc, du coup, vous conviendrez que cela pose vraiment des problèmes de communication. Comment parler sereinement de la question du populisme avec quelqu'un si on n'est pas d'abord, si on ne se met pas d'accord sur le sens du mot. Bon, si ça vous intéresse, il y a d'ailleurs un livre qui vient de paraître là sur le sujet et qui fait tout un historique et qui montre que cette notion de populisme ressurgit périodiquement dans l'histoire, que ce n'est pas du tout une spécificité contemporaine, mais que cela revient régulièrement. Alors, je vais terminer ici. Vous avez vu qu'on a fait une sorte de parcours des situations dans lesquelles un mot lexical impose un problème de compréhension.
mais que, en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, les problèmes de compréhension que peuvent poser un mot lexical sont très divers. Hein. Et je reviendrai pour faire le bilan de tout cela, je reviendrai sur cette question donc la semaine prochaine. Merci de votre attention. C'est comme le mot pulvérisation. Oui, oui, exactement, exactement. C'est un autre exemple. J'aurais très bien pu prendre cet exemple-là, bien sûr. Pulvérisation, c'est très tendance. Oui, oui. Oui, tout à fait. Ubérisation, c'est un autre exemple du même genre, avec une polysémie et une instrumentalisation du mot. Ouais.